On voit, qu'on vous voit un peu plus haut. Voilà, oui, le haut de la tête. Parfait. Bonjour à tous, bonsoir. J'espère que vous êtes tous en forme ce soir pour ce nouveau rendez-vous, deuxième rendez-vous, qui fait suite à celui du 16, celui de la semaine dernière, où nous avions été submergés par les questions avant, après, et auxquelles on n'avait pas pu répondre, forcément, parce que tellement il y en avait. Donc aujourd'hui, on se retrouve à nouveau à l'initiative de Philippe Argillier, qui a accepté encore ce rendez-vous et pour répondre aux questions, et puis aussi, dans un second temps, pour que vous puissiez entrer en relation avec lui direct via la Web TV. Voilà. Donc, bonsoir à Yannick et bonsoir à Philippe. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Céline, bonsoir Philippe. Bonsoir Céline. J'espère que vous allez bien aussi, que la semaine s'est bien passée. Très bien, merci. Alors, comme je vous l'indiquais, donc on va procéder comme suit. Donc, une première partie dans laquelle on avait répertorié encore un certain nombre de questions qui nous semblaient important de soumettre à Philippe Argillier afin qu'il puisse y répondre. Et puis, dans un second temps, nous prendrons des personnes sur le live afin que vous puissiez interagir directement avec Philippe. Et puis peut-être que s'il nous reste un peu de temps, on pourra peut-être poser davantage de questions qui nous restaient encore. Parce que bien évidemment, le temps ne s'est pas arrêté. Et bien évidemment, nous avons eu encore d'autres questions qui se sont ajoutées à la liste des précédentes. Donc voilà, c'est exponentiel. Heureusement que cette Web TV aujourd'hui nous permet d'avoir ce rapport direct avec vous. Voilà. Donc, vous pouvez nous suivre encore aujourd'hui via les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube également, et puis également sur le site internet où vous pouvez vraiment retrouver toute l'actualité du Rassemblement des droits de l'homme. Excusez-moi. D'autre part, nous allons laisser la parole dans un premier temps à Yannick, et c'est Yannick qui va poser les questions à Philippe. D'accord. Moi, je me lance. Bonjour Philippe. La première question qui vous est posée, pouvez-vous nous parler de M. Trump? Quelle question? Oui. Quelle réponse? Monsieur Trump, est-ce que c'est une question en général ou répétez-moi la question, je veux être sûr de pouvoir y répondre au plus juste. Pouvez-vous nous parler de Trump? Voilà, la question a été posée comme ça. Écoutez, si je peux me permettre, Philippe, et juste vous orienter, c'est vrai qu'on a fréquemment eu cette question jusqu'alors, et sur tout ce qui se passe sur l'actualité aux États-Unis, évidemment, dont M. Trump fait partie, et donc de savoir quelle est votre opinion à ce sujet. Voilà. J'imagine certaines personnes se demandent quelle est ma relation avec M. Trump. Pourquoi pas? Ouais. Alors, premièrement, sachez que personnellement, je ne connais pas M. Trump. Par contre, en tant que consultant et propriétaire de banque de données, bien évidemment, nous le connaissons très bien, non pas en tant que président des États-Unis, mais à titre individuel. M. Trump est un homme d'affaires important, dans l'immobilier en particulier aux États-Unis, et puis il a étendu ses activités dans beaucoup de secteurs. Et bien évidemment, à un certain niveau, ces secteurs touchent certaines plateformes internationales dont nous faisons partie, puis-je dire, dont nous faisions partie. Mais l'actualité reste toujours actuelle dans ce milieu-là. Donc, pour répondre le plus précisément possible, oui, nous connaissons très bien M. Trump en tant que M. Donald Trump. En tant que président des États-Unis, c'est pas vraiment nécessaire de le connaître en particulier. Hein. C'est un homme qui est très impulsif, qui dirige son pays un peu comme il a dirigé ses émissions, en particulier la dernière, que peut-être les Français n'ont pas vraiment suivi, mais qui s'appelait You're Fired, ça veut dire vous êtes foutu à la porte. C'est un peu un style, c'est un style bien particulier. Je ne dirais pas que c'est un chef d'État ni un président des États-Unis, c'est un individu qui se retrouvait peut-être aussi grâce à une certaine évolution de l'information en tant que président des États-Unis, assez similaire d'ailleurs à notre président actuel. Les ressemblances sont assez
choquante en ce qui me concerne, en particulier les quelques semaines avant les deuxièmes tours des élections. Donc, Monsieur Trump est aussi un homme qui dirige son pays selon ses desiderata. Il suit, c'est très difficile d'ailleurs de l'accompagner en tant que président. Nous connaissons en particulier un de ses conseillers privés qui n'apparaît pas d'ailleurs officiellement dans son staff, que je connais moi-même très bien personnellement, et qui m'a fait savoir à plusieurs reprises que plus d'une fois, les gens doivent quitter le bureau car beaucoup de crises personnelles se font, qui n'ont absolument rien à voir avec les problèmes d'État du pays. Donc, la question, pour vous répondre, c'est pour nous, c'est bien évidemment un individu que nous suivons de près, et sachez qu'il nous suit de près aussi, hein, c'est très réciproque. C'est un monsieur qui est très familier avec les banques de données. D'ailleurs, vous avez pu suivre sur différents secteurs, en particulier l'affaire Epstein, non des moindres, qui a peut-être impliqué quelque part le président des États-Unis. Donc, il s'est avéré que malheureusement, M. Epstein a été retrouvé mort quelques heures avant l'audition de l'enquête judiciaire qui était en cours. C'était assez surprenant. Apparemment, maintenant, son épouse est aussi en pourparlers, entre guillemets, je vais appeler ça pourparlers avec la police. Aura été, elle, assez intelligente pour peut-être pouvoir donner ces informations à autrui, ce qui sans doute serait sa meilleure protection aujourd'hui. Donc, est-ce que M. Trump est mêlé dans toutes ces affaires? Imaginez bien, loin de là pour moi de porter quoi que ce soit comme jugement ou accusation. Mais sachez que nous avons une relation étroite, sans que nous nous connaissons personnellement, bien qu'il est très au courant, ça je peux vous l'assurer, du Rassemblement des droits de l'homme et en particulier du Human Rights Unity, qui est le mouvement humanitaire qui est prévu pour la fin de l'année aux États-Unis, qui partage la même idéologie que le RDH et qui bien évidemment fait partie, on peut dire, du système étatique américain, car aussi le HRU est positionné et sponsorisé, entre guillemets, par certains pays étrangers, y compris les banques de données. Voilà, donc je pense que ma réponse sur M. Trump va s'arrêter là, et c'est à voir ce qui va se passer, mais une chose est certaine, en ce qui me concerne, et je pense que c'est l'opinion de beaucoup de gens, il n'a pas véritablement les capacités en tant qu'homme d'État de diriger un pays comme les États-Unis. Ça, c'est mon opinion personnelle. Merci. Deuxième question. On change de registre. Pouvez-vous nous parler de l'Empire, votre établissement de nuit? Oh, non, ça a été posé par plusieurs. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir sur l'Empire? C'est un empire, c'était un empire. Alors, j'imagine que cette question est bien évidemment directement liée à la cause des homosexuels. Effectivement, l'Empire, j'ai été propriétaire du plus gros établissement en Belgique à l'époque, homosexuel, qui s'appelait l'Empire. J'avais entre autres plusieurs restaurants. Certains se trouvaient, pour être très précis, dans la petite rue des Bouchers. Je pense que n'importe quel touriste français ou citoyen bruxellois connaît très bien ces deux établissements. L'Empire, c'était tout simplement un endroit extraordinaire. Moi-même, j'avais des relations très étroites avec la communauté homosexuelle, de par leur engouement sur tout ce qui touche à la nuit. Et ils m'avaient fait savoir, étant donné que j'étais un promoteur de nuit à l'époque, ça aurait été extraordinaire de monter un établissement pour eux. Et ils avaient à l'époque un petit établissement qui était ouvert uniquement les dimanches après-midi. Ils appelaient ça le Tea Party, et ça continuait le soir. Alors j'ai décidé d'ouvrir quelque chose. D'ailleurs, j'ai gardé l'Empire très peu. C'était un établissement qui prenait pratiquement 3000 personnes. J'avais des cages
qui descendaient du plafond. On avait 15 mètres de hauteur avec des danseurs qui étaient à l'intérieur des cages. Donc, c'était beaucoup d'amusement. On venait de l'Angleterre, d'Allemagne, un peu de tous les pays. Et j'ai été très fier d'être au départ celui qui a promu les nuits gays en Belgique. Pourquoi? Car en ce qui me concerne, et bien évidemment en ce qui concerne le RDH, nous ne faisons aucune différence entre homosexuels, hétéros, trans, tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas à nous de juger le côté sexuel des gens, hein, c'est à eux. Les homosexuels comme les hétérosexuels ont le droit de s'amuser. Et puis je vais vous dire une chose, en tant que promoteur de nuit et patron de boîte de nuit à l'époque, la clientèle homosexuelle était la meilleure. Tout simplement car c'était des gens qui rarement se battaient la nuit, car c'est un gros problème chez les hétéros. Il y a un problème de jalousie entre leurs femmes et les épouses, etc. Par contre, les homosexuels, là-dessus, c'était très calme. Donc, en tant que patron de boîte de nuit, je ne vous cache pas que si on peut éviter les bagarres, tant mieux. Et ensuite, c'était des gens, et ce sont des gens qui ce sont des bons vivants. Ils dépensent beaucoup d'argent. Ils ont généralement, bon, maintenant, c'est vrai qu'ils adoptent des enfants, chose qui est très bien. Mais pour vous donner une moyenne, un homosexuel en pourcentage dépense à peu près 62% de plus qu'un hétéro. Donc, une fois de plus, en tant qu'homme d'affaires et en tant que patron de boîte de nuit, c'était une clientèle préférée. Alors, mais faites bien attention, je n'ai absolument pas monté cet établissement pour gagner plus d'argent sur leur dos. Au contraire, c'était pour leur faciliter l'entrée, parce que c'était encore très tabou à l'époque, sur la place internationale des homosexuels. Voilà. Donc, je n'ai aucun regret, bien au contraire, très fier. C'est un établissement que j'ai revendu immédiatement par après pour continuer mes autres activités. Voilà toute l'historique de l'Empire. D'accord. Je pense que ça C'était l'Empire des Sens. Je veux savoir ce que vous allez faire pour limiter. Nous avons des questions. Nous avons des questions en direct. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on y réponde tout de suite? Moi, j'aimerais savoir ce que vous allez faire pour éviter la restauration de l'hôtellerie, car franchement, c'est de l'esclavage pur. Exact. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un système qui commence à s'aligner sur les Américains, hein, en particulier tout ce qui est serveur. C'est les pourcentages, les types. Donc, si vous êtes content de votre serveur, hein, vous lui donnez un pourboire. Moi, j'estime que si, bien évidemment, on ne peut pas obliger les gens de donner un pourboire obligatoire, mais par contre, dans certains restaurants, et particulier dans le domaine Horeca, beaucoup de gens se retrouvent, et en particulier des serveurs en France, pas alignés par rapport au travail qu'ils font. Donc, spécifiquement, je n'ai pas à cette minute une réponse concrète à vous donner, mais sachez que ce sera vraiment un élément important, car moi-même, à l'époque, étant patron d'établissement de nuit et de restaurant, j'avais un effectif au total pratiquement plus de 150 personnes à l'époque, donc beaucoup de serveurs, et ça a toujours été une priorité pour moi. Participation aussi en fin d'année, très importante. J'estime que les serveurs sont ceux et celles qui font l'établissement et non pas le propriétaire à proprement dit, car si vous avez un mauvais service, vous ne revenez plus dans l'établissement. Donc, c'est un peu le système des serveurs et des serveuses, c'est un peu comme le système des Françaises et des Français. Sans les Françaises et les Français, c'est-à-dire les travailleurs pauvres, il n'existe pas de France. Sans les serveurs et les serveuses, il n'y a pas de restaurant. Donc, un patron de restaurant doit obligatoirement inclure pratiquement, je ne vais pas dire à son niveau, mais assez similaire, les intérêts et tous les revenus qui reviennent de son restaurant, car c'est un partage qui se passe. Et tous ces gens, patrons d'établissements de nuit, y compris des propriétaires de restaurants, doivent une fois pour toutes comprendre que sans leurs serveurs, ils peuvent fermer boutique. Voilà. Donc, faire un clin d'œil plus que ça au niveau de ceux qui font fonctionner le restaurant est une priorité absolue dans le milieu de la nuit. Et croyez-moi, ce sera un sujet que je suivrai de très très près. Très bien, merci. Alors, troisième question. Comment imaginez-vous le nouveau gouvernement avec le RDH? Le RDH,
c'est tout simplement une 6e République. Hein. Le RDH n'a aucun atome crochu avec le gouvernement actuel, ni avec les gouvernements antécédents. C'est une évolution logique de la politique dans le monde. Évolution logique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont finis de carrière, totalement. Bien évidemment, s'ils m'écoutent, ou s'ils m'écouteront par après, ils vont sans doute ne pas partager la même opinion que moi. La politique, c'est avant tout les gens, le peuple. Aujourd'hui, on a un outil extraordinaire, celui avec lequel j'utilise là maintenant pour vous parler. Aujourd'hui, bon, on a des milliers de personnes qui nous regardent, mais à l'absolu, si j'avais une information très intéressante à donner et que j'aurais au préalable averti peut-être certains gros médias, j'aurais eu des millions de gens aujourd'hui à l'écoute et qui auraient peut-être eu accès à des informations qui jusque-là n'auraient pas été accessibles. Donc, je ne vais pas faire… D'ailleurs, vous avez suivi ces 5 dernières années certains gros dossiers qui ont été mis à l'avant. En commençant par les LuxLeaks, il y a eu les Panama Papers, il y a eu énormément de courriels d'Hillary Clinton, j'en passe. Donc, l'accès à l'information. Et l'information, en ce qui me concerne, est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans la politique. Pourquoi? Parce qu'elle permet de faire participer monsieur et madame, tout le monde, et non plus ce qui est considéré comme l'élite. Aujourd'hui, les partis politiques et les chefs de partis politiques, c'est du passé, hein, c'est l'âge de pierre. Rien ne va se faire, rien ne se fera. Vous avez bien évidemment l'option, en 2022, de revoter le même système, et que ce soit à droite, à gauche, comme je vous l'avais dit précédemment. C'est toujours la même organisation qui prend place, avec les mêmes dossiers et les mêmes réponses quelque part. Pour engendrer une nouvelle dynamique gouvernementale, il faut éradiquer dans sa totalité le système d'État. Et en éradiquant ce système d'État, il faut le positionner sur le peuple, en particulier les travailleurs pauvres en France, qui représentent plus de 56% de la population, à ceux où on a pratiquement enlevé tout droit, y compris de parole. Par contre, on leur a gardé le droit de payer, sans rien dire et sans pouvoir rien faire. Et là-dessus, ce n'est plus possible. Mais c'est très facile de garder les gens dans l'opacité quand ils n'ont pas accès aux informations. Et le rôle du Rassemblement des droits de l'homme, aussi bien du Human Rights Unity, c'est de donner au travers d'une plateforme d'État, car je peux dire le RDH est une plateforme d'État, est un gouvernement en lui-même. Le gouvernement actuel, je pense et je sais, c'est très bien de quoi nous parlons ici. Je dis nous parce que, bien évidemment, je ne suis pas seul. Donc, c'est une plateforme que nous mettons à disposition aux Françaises et aux Français en particulier, et par la suite aux Américains. Une fois de plus, le RDH existe depuis 2015. La petite parenthèse que j'ai faite à l'époque pour les Gilets jaunes a été un peu quelque chose d'impulsif. Je ne fais pas une similarité avec M. Trump. C'était de l'impulsion humanitaire, car je savais que rien n'allait se passer, et voyant le carnage, c'était une conscience personnelle. Donc, je me suis impliqué. Mais hormis cette parenthèse des Gilets jaunes, sachez que le RDH, depuis ces 5 dernières années, travaille jour et nuit avec 2 pays pour préparer et pour vous aider à vous, Françaises et Français, pour finalement vous réserver et prendre la position qui vous appartienne, c'est-à-dire celle de l'exécutif, et en quelque sorte faire un peu le machine vapeur arrière, c'est-à-dire que l'exécutif doit maintenant prendre un peu la position que vous aviez jusqu'à présent, c'est-à-dire à l'écoute et au besoin de ce qui est la France. Le cœur qui bat en France, c'est vous. C'est ni les Bernard Arnault, ni les Pinault, ni les Bolloré. Sans vous, il n'existe pas. Voilà. Donc le RDH se positionnera comme une 6e République, et avant tout, le RDH, c'est la priorité absolue des Françaises et des Français pour finalement obtenir non pas une partie, mais l'ensemble de leurs revendications. Et je pèse le poids de mes mots. Merci. 4e question. Que pensez-vous de la religion? Allez poser ainsi. Donc, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Que pensez-vous de la religion?
Personnellement, je n'ai aucune autorité à penser quoi que ce soit au niveau de la religion, aussi bien au niveau des tendances sexuelles de qui que ce soit. La religion, pour certaines personnes, est indispensable, voire vitale, et je respecte cela. Qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, bouddhiste, peu importe. Pour moi, la religion, à partir du moment où elle est utilisée comme un moyen de communication et de paix et de justice, elle est la bienvenue. Si on utilise la religion pour profiter d'un passé très lointain, pour déclarer des guerres, pour mettre une pression économique sur certains pays, etc., là, je ne suis plus d'accord. Et en particulier, j'estime, parce que bon, la religion aussi, c'est pour moi un état de droit qui appartient aussi bien à l'homme qu'à la femme. Et malheureusement, certaines religions omettent beaucoup la femme. Et là, j'ai beaucoup de problèmes là-dessus, car une fois de plus, et j'en revenais à ma première émission, nous les hommes, de quel droit, de quelle arrogance pouvons-nous juger ou mettre des directives à un être humain qui s'avère être une femme? On aurait pu être nés femmes, nous aussi hommes. Donc, que la religion ne profite pas non plus d'un certain statut pour mettre une pression sur qui de droit, à ce moment-là, si elle est libre d'esprit et de pensée, je l'accepte tout à fait. Et c'est pour ça que le RDH, Rassemblement des droits de l'homme et de la femme, est aussi un rassemblement de toutes les religions, à partir du moment où elles partagent la même idéologie, qui est celle qui est avant tout de justice humanitaire. 5e question. Est-ce que dans votre cahier des charges, les animaux en font partie? Bien évidemment. On a tous dit que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, et pourquoi pas les chats, et pourquoi pas les perroquets, les serpents, les lézards. Et d'ailleurs, on a à ce propos... Non, pas trop les serpents. Pas trop les serpents. Non, peut-être. Mais si je vais me permettre, je vais me permettre une chose vis-à-vis de notre porte-parole Céline. Elle va peut-être me lancer des foudres après l'émission, mais elle a une poule. Oui, vous allez parler d'elle. Cocotte, qui est extraordinaire. Elle m'a bluffé totalement. Un jour, d'ailleurs, je pense qu'on va vous mettre la vidéo. Céline faisait une vidéo à l'époque, et Cocotte s'est mis au milieu, parce que Cocotte avait pensé à l'époque, c'était indispensable pour elle, au niveau de la cause animale, de faire partie du Rassemblement des droits de l'homme. Donc, il y a une forte probabilité que Cocotte devienne une mascotte au niveau des volatiles, au niveau du RDH. Excusez-moi, Céline, mais vous n'êtes pas non plus, vous n'avez aucun droit de décider pour Cocotte. Donc, c'est pour ça que je me permets de le faire. Et oui, les animaux font entièrement partie. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous donner une petite information que personne ne savait. Sachez que je suis rentré avec Madame Brigitte Bardot. Je pense que tout le monde la connaît. Ouais. Star extraordinaire qui s'est consacrée toute sa vie aux animaux. Et j'ai eu son mari à plusieurs reprises, il y a 2 ans et demi. Car je voulais, c'était pendant la préparation du RDH, l'inclure, elle et sa fondation, dans ce que nous faisions. Je devais d'ailleurs la rencontrer à Saint-Tropez. J'étais sur la Côte d'Azur. Et là, Mme Bardot, malheureusement, est très mal entourée. Très, très mal entourée. En particulier, une dame qui est vite allée la voir et qui lui a dit, alors que je avais parlé à cette femme, qui était sa conseillère, qui lui a dit, oh non, surtout pas d'association avec qui que ce soit, RDH, on ne connaît pas, M. Argilier, flou, consultant de gouvernement, il n'est pas là vraiment pour les animaux. Donc, une fois de plus, des intervenants, des intermédiaires qui n'ont pas permis à Mme Bardot de faire partie de ce rassemblement, qui peut être aussi pour les animaux. Alors moi, si elle m'écoute ou si quelqu'un lui passe l'information, Mme Bardot, je sais très bien que vous vous rappelez de qui je suis, en particulier vous, je parle au mari maintenant, avec lequel on a eu une longue conversation, et vous savez très bien à laquelle je fais référence. Donc sachez que mon invitation reste la même. Vous êtes plus que la bienvenue à développer avec nous ce que nous faisons pour les animaux, car vous avez su jusqu'à présent, Mme Bardot, que toutes les promesses qu'on vous a faites, aussi bien politiques, Macron compris, n'ont servi à rien.
Donc, les portes vous sont grandes ouvertes, et s'il vous plaît, si c'est le cas, laissez vos intermédiaires de côté. Voilà. Et j'ajoute à ce titre que beaucoup de personnes se mobilisent pour la cause animale et que dans la cellule adolescent, beaucoup d'adolescents aussi souhaiteraient y participer et ce serait fort dommage de se priver d'un soutien et d'une telle action que nous pourrions mener, vraiment. Parce que les gens qui veulent y participer sont extrêmement sincères. Tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas non plus utiliser les animaux pour des campagnes qui pourraient être électorales, car si vous avez regardé, chaque président français aime bien s'afficher le lendemain de une fois qu'il a été élu, avec généralement un labrador, parce que ça fait partie du décor. Alors, ne mettons pas les animaux comme partie du décor, mettons-les comme faisant partie de nos vies. Et non pas, ne les utilisons pas non plus à des fins de promotion, y compris politique. Voilà. Absolument. Et Cocotte sera là. D'ailleurs, il va y avoir sans doute une invitation officielle du RDH qui va se faire. Et si c'est le cas, et si elle y répond positivement, l'ensemble de la population des Françaises et des Français feront sa connaissance. Prochaine question. Ce qui est assez injuste pour Nuggets, quand même, parce qu'elles sont deux. Mais malgré tout, on fera en sorte de l'inclure. Mais Cocotte restera l'emblème. Prédomine, oui. D'accord. 6e question, on va passer à autre chose. Après avoir pris des vrais renseignements sur vous, il apparaît que vous êtes un homme très riche. Vous ne parlez jamais de votre fortune. Vous avez su ne pas apparaître sur la liste Forbes des milliardaires. Vous vivez très discrètement à l'année dans vos palaces. Alors pourquoi vouloir aider les travailleurs pauvres? Qui a posé cette question? Je n'ai pas le nom de la personne qui a posé cette question-là. C'est le contrôleur du fisc? Alors, dans ce cas, il était bien déguisé. Ouais. Alors, répétez les premiers mots. Qu'est-ce que c'était? Vous ne parlez jamais de votre fortune. Non, la première phrase. Après avoir pris des vrais renseignements sur vous. Des vrais renseignements. Voilà, je ne sais pas où ce qu'ils ont pu Parce qu'il y a des tous ces renseignements. Il apparaît que vous êtes un homme très riche. Oui, très riche du cœur, en tout. Oui. Tout à fait. Oui, et effectivement, très riche du cœur. Et aussi très riche, oui, de créances, effectivement. Donc, si les personnes se sont bien renseignées, ils ont très bien appris aussi le montant de ces créances, effectivement, qui pourraient faire partie, oui, si je les ai encaissées, sans problème, la liste Forbes, oui, des milliardaires, tout à fait. Mais elles n'ont pas été encaissées, ces créances, c'est ça le problème. Est-ce que ces créances n'ont pas été encaissées pour des raisons stratégiques? Peut-être aussi pour faciliter certaines directives du RDH? Est-ce que peut-être dans le futur, ces créances n'aideront pas, entre autres, à aider les Françaises et les Français au travers de relations extra-diplomatiques pour pouvoir remettre aussi certaines situations au clair alors qu'elles sont dans l'ombre aujourd'hui? L'argent, c'est quelque chose qui peut être très négatif, mais qui aussi peut être très positif. En ce qui me concerne, j'ai décidé, et d'ailleurs, ceux qui sont intéressés par cela, ils peuvent aller un peu plus sur le RDH et sur ma biographie. J'ai pas de souci véritable à parler de cela. Je reste très ouvert. D'ailleurs, il y a un livre qui sortira en temps voulu, qui s'appelle Le Créancier. J'ai, il y a plusieurs années, établi une formule entre les gouvernements et pour mes interventions, à savoir que toute somme due devait s'établir en tant que créance et au moment opportun, quand je le décide, je déciderai les encaisser. Donc, pour ceux qui se sont bien renseignés sur mes créances, renseignez-vous qui me doit de l'argent. Ce serait quand même intéressant. Ce serait sans doute très intéressant. Et peut-être que si j'encaissais certaines de ces créances, parce que cela peut-être poserait aussi quelques problèmes, pas pour moi. Moi, de toute façon, je n'ai fait que suivre des instructions officielles. Donc, ce système de créances sera mis à jour en temps voulu. Et la personne qui s'est renseignée s'est bien renseignée, effectivement. Je suis un homme très riche de créances, mais avant tout riche du cœur. Voilà. Merci.
Et pourquoi vouloir aider les travailleurs pauvres, c'est ça? Et pourquoi vouloir aider les travailleurs pauvres? Oui, voilà. Malgré votre fortune, qu'est-ce qui vous amène à vouloir aider les travailleurs pauvres? C'est justement malgré cette fortune, surtout à cause de cette fortune. Car il est peut-être difficile, je sais que beaucoup de gens vont avoir beaucoup de mal à comprendre cela, mais au même titre que je ne peux pas les juger, qu'ils ne me jugent pas. Ils n'ont pas le droit de me juger sur ma décision de vouloir rendre une justice aux gens. De quel droit ont-ils? Personne n'a le droit de me juger, comme moi, je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit. Alors, pour ceux qui se posent encore des questions, ça c'est que je suis authentique. C'est dur à croire, hein, de vouloir aider le peuple, les plus démunis, alors que vous êtes un homme riche. Pourquoi? Parce que généralement, les hommes riches sont riches grâce au peuple. Et sans doute, une partie de cette richesse, je vous la dois. Alors il m'est venu, j'ai eu une prise de conscience. J'ai aussi eu, en titre privé, un événement qui a relativisé l'entièreté de mes convictions et qui a fait changer totalement de direction mes priorités de vie. Alors même si c'est difficile à croire, même pour ceux, les rois des trollers, même pour ceux qui vont raconter ce qu'ils veulent, sachez que ma mission de vouloir aider les plus démunis est véritablement authentique. Et sachez que je ferai tout, et j'ai les moyens, j'ai beaucoup de moyens, de pouvoir très rapidement rendre cette justice. Mais sans vous, sans que vous vous rassembliez à mes côtés, ce ne sera pas possible. Ce n'est pas pour moi que je le fais. C'est pour vous et moi. C'est un rassemblement, rappelez-vous, des droits de l'homme. Donc c'est un appel que je vous fais. À vous, votre propre conscience, de voir si vous avez vraiment cette priorité de vouloir un changement dans votre pays, rassemblez-vous auprès des droits de l'homme. C'est une promesse personnelle que je vous fais. Elle est en direct. Et croyez-moi, si je ne venais pas à la tenir, je sais que même quelques années plus tard, vous me ressortirez cette vidéo à telle heure, tel jour, vous avez dit ça. Personnellement, je vous garantis que j'ai les moyens de changer votre vie à 180 degrés. À vous de prendre la bonne décision. Voilà. Moi, je suis là pour vous accompagner. J'ai cette plateforme que vous n'avez jamais eue jusqu'à présent, que je vous mets à votre disposition. Le RDH sans vous n'existe pas. Vous, sans le RDH, continuez à élire en 2022 le même système. Et vous serez au même endroit, à la même heure, maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans. Voilà. La balle est dans votre camp, pas dans la mienne. Moi, j'ai déjà pris ma décision de vouloir vous aider dans votre démarche d'une justice humanitaire bien méritée. Je l'ai toujours dit, je suis là pour donner aux Françaises et Français ce que les Françaises et les Français ont donné à la France. Voilà ma mission. Prochaine question. Prochaine question, qui se rapproche un petit peu dans la continuité. Pensez-vous que les riches comprennent la vie des travailleurs pauvres? Non. Malheureusement, non. Très peu. Très, très peu. Je vais essayer de vous mettre dans un contexte. Comment peut-on comprendre? Moi-même, je vais vraiment jouer carte sur table avec vous. Je savais qu'en France, il existait une misère. Je savais qu'il y avait des gens pauvres. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient des bonnes situations. Je savais qu'il y avait des riches et des très riches. Par contre, grâce à mon intervention des Gilets jaunes, j'ai su très rapidement qu'il existait ce qu'on appelait les travailleurs pauvres dans notre pays. Je n'avais aucune idée de qui ils étaient. Pourquoi travailleurs pauvres? Pourquoi pas simples travailleurs? Et là, les informations me sont venues. Et là, j'ai réalisé qu'effectivement, il y avait des gens, mais non pas par milliers, mais par millions, qui n'arrivaient pas à faire leur fin de mois. Le 14, 16 du mois, on doit calculer parce que le frigidaire commence à se vider. J'ai eu à l'époque des mamans qui m'appelaient en pleurs dans la nuit, à 3 heures du matin, après mes premières interventions pour les Gilets jaunes, en me disant « je me cache pour pleurer, j'ai plus d'argent ». Et j'ai cherché à savoir, mais qu'est-ce que plus d'argent voulait dire? Alors, il y a des gens qui vivent avec 600, 900, 1000 euros, 1100 euros, 1200, 1500 euros par mois. Et ces gens représentent plus de 50% de la population. Comment voulez-vous que les gens riches
qui généralement ont beaucoup perdu leur conscience humanitaire au travers de leur argent, puissent comprendre ce que 1000 euros représentent. Alors moi, je vais essayer de vous faire grotesquement, pour des gens riches, ce que 1000 euros représentent. C'est la lanière d'un sac chez Dior. Vous voyez, ce n'est même pas le sac entier, c'est une lanière en cuir. Grotesque. Grotesque, grotesque. Surtout, comme j'ai dit la dernière fois, ce chef d'entreprise ou cet homme riche ou cette femme riche qui va chez Dior s'acheter le sac, elle se l'achète sur votre dos. Parce que si elle peut acheter le sac à 7 ou 8 000 euros ou plus, il y a des sacs à plus de 100 000 euros, hein, c'est grâce à ces travailleurs qui ont 900 euros par mois, qui n'ont pas assez de nourriture à la fin du mois, mais qui font travailler l'entreprise de ce propriétaire qui, lui, est devenu riche grâce à vous et peut s'acheter ce sac. Donc, je ne suis pas contre les riches, mais je suis pour le partage, l'équité. Il y aura toujours des gens riches, des gens très riches. Mais par contre, il faut qu'il y ait un système d'État qui permette aux gens riches de comprendre les besoins des gens pauvres. Et s'ils ne le comprennent pas de par leur conscience, il faut que ce système d'État, et le RDH là-dessus s'y est préparé depuis de longues années, mais messieurs les gens riches, c'est vrai que les donnes vont changer et changeront. Tant que le partage n'est pas équitable, nous n'accepterons pas ce gap, ce trou entre les riches et les pauvres. Ce n'est pas possible, surtout dans un pays comme la France, qui est un pays pas riche, très riche. Faut-il encore récupérer les fonds? Ça, c'est un autre discours. Donc, les gens riches ont beaucoup de mal de comprendre cela. Et à l'absolu, vous faites partie d'un autre monde. On sait que vous êtes là, mais on n'évolue pas ensemble. Donc, ils vous connaissent surtout au travers de vos grèves, de vos revendications, parce que quelque part, dans des moments précis, et vous avez raison, grâce aux syndicats, vous leur faisiez prendre conscience et certaines grèves bloquent certaines rues et au moment où vous arrivez à vulgairement à les emmerder parce qu'ils ne peuvent plus circuler dans la rue. Mais à part ça, ils ne captent pas vraiment. Donc, je ne vais pas les attaquer directement, mais je vais simplement dire qu'ils ont perdu, au travers de leur richesse, l'origine de qui ils sont, c'est-à-dire de simples êtres humains. Et quoi de plus beau étant riche de partager, hein? À partir du moment où vous avez vos sacs Dior, vos Louboutin, vos Mercedes, vos Rolls, vos Maybach, quoi de plus beau? Alors moi, je m'adresse, alors s'il y a des personnes riches qui m'écoutent maintenant, je vais leur demander de faire un challenge, pas cher, très bon marché, de 10 000 euros. Là, je parle aux gens riches. La semaine prochaine, je suis sûr que votre épouse ou votre fille vont aller chez Vuitton, Dior, Chanel, peu importe. Ils vont revenir et ont mis sur la carte Infinite noire ou sur la Centurion American Express 10 ou 15 000 euros d'achat. Vous en êtes bien sortis, c'est très peu. Moi, je vous propose à 7 minutes que vous preniez 15 000 euros en liquide, même somme, pour le même sac, et distribuer ces 15 000 euros, vous-même personnellement, allez dans la rue, aux gens qui en ont vraiment besoin. Il y a beaucoup de sans-abri. Hein. Je ne leur dis pas de leur donner 15 000 euros. Donnez déjà 100 euros par personne. Oui. Vous allez voir le bonheur partagé. Vous allez comprendre ce que votre argent peut apporter. Et on ne parle que de 15 000 euros. C'est-à-dire qu'on parle d'un simple sac où votre épouse passera totalement inaperçue à l'hôtel de Paris, à l'hôtel Edenrock ou au Plaza Athénée à Paris, parce que qui n'a pas son Chanel et son Dior? Qui n'a pas ça? C'est tellement monnaie courante. Par contre, le sourire partagé, les pleurs que vous allez avoir sur le visage de cette personne, où vous allez donner vos 100 euros. Combien de 100 euros sur 15 000 euros? Et bien moi, je vous garantis
quand vous allez rentrer chez vous, au bout de 48 heures, vous allez comprendre le message que je vous donne, le partage. Vous pouvez toujours être riche, mais il faut apprendre à partager. Faites cette expérience, je vous le demande. Faites-le, osez le faire. Et vous verrez par vous-même le bonheur que vous allez apporter. Alors, le petit 30 secondes de bonheur que vous allez apporter au moment où votre femme va payer ou votre fille va payer ce sac Chanel, qui va durer 30 secondes et à l'absolu, c'est acquis, parce que qui vous êtes, aussi bien d'ailleurs, la femme elle-même elle peut avoir aussi bien la même situation. Hein, je ne fais aucune distinction entre femme ou homme riche. Aujourd'hui, c'est pour tous les sexes. Mais ce petit moment de plaisir qui dure 15 secondes au moment où vous donnez votre carte, donnez ces 2 jours de bonheur et partagez-le avec plusieurs dizaines, voire une centaine de personnes. Voyez ce que 15 000 euros peut faire. Et là, vous imaginerez ce que 150 000 euros peut faire, ce que 1,5 million d'euros peut faire, ce que 15 millions et ensuite. Et peut-être vous comprendrez pourquoi, en tant que milliardaire de créances, j'ai choisi cette option. Croyez-moi. Faites l'expérience. Prochaine question. Le message est passé. Merci, M. Argilier. Je te laisse la parole, Céline. Oui. Alors, j'ai une pas super bonne nouvelle. Cyril rencontre des difficultés avec son réseau et nous n'arrivons pas à faire rentrer les gens qui sont sur la salle d'attente pour être en direct avec vous. Alors, je ne sais pas, le flux, semble-t-il, est trop faible. Donc, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que les questions, je les ai quand même. J'en ai d'autres. C'est le flux Internet qui est trop faible pour positionner? Je ne sais pas, c'est ce que je crois comprendre, mais enfin, par message, je pense que Cyril nous expliquera davantage plus tard. Enfin, en tout cas, il rencontre des difficultés à connecter les gens sur la plateforme. Voilà, donc il fallait que ça tombe aujourd'hui. Mais bon, donc je vais… Est-ce qu'ils peuvent au moins donner leurs questions? Oui, justement, je les reçois là. Ok, parfait. Alors, donc… On est bien d'accord, je mets mes lunettes, c'est pas parce que je suis vieille, hein, c'est parce que c'est écrit tout petit. Hein. Donc, s'il y avait un moyen de légiférer la prostitution, le feriez-vous? C'est une très très bonne question. Oui. Oui. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un vieux dicton. Hein. La prostitution est le plus vieux métier du monde. Une fois de plus, qui peut juger les décisions qu'une telle ou telle personne décide de payer pour des faveurs sexuelles? Donc, c'est son droit absolu. Le problème avec la prostitution, c'est que généralement, c'est fait dans des milieux criminels. En particulier, beaucoup de proxénètes utilisent des filles très jeunes ou réciproquement des garçons très jeunes. Et là, il y a tout un milieu de mafia très violent, voire criminel, hein, proprement dit, hein, et en plus, aucun contrôle au niveau des maladies. Donc, étant donné que c'est quelque chose qu'on ne pourra de toute façon jamais arrêter, et de toute façon, qui voudrait l'arrêter? Donc, si on peut légiférer d'une façon sanitaire la prostitution, comme cela se fait dans certains pays, bien évidemment, je serais tout à fait ouvert à le faire au travers du RDH. Je pense que c'est logique. Et puis, une fois de plus, ce n'est pas à moi à décider des tendances sexuelles des personnes, de ce qu'ils veulent faire. Donc, si on peut les mettre dans un environnement sécurisé, bien évidemment, c'est un super plus. Et c'est qui éviterait aussi tout ce qui entoure la prostitution, c'est-à-dire tout ce qui est réseau criminel, réseau mafieux, car une fois de plus, ce sont ceux les plus faibles qui subiront les pires conséquences. Oui. Ce n'est pas une simple prostituée qui va devoir répondre à un proxénète, ce sera le proxénète qui va la mettre à terre ou le mettre à terre. Donc, si on peut sécuriser l'entièreté de ce milieu-là, bien évidemment, je le ferai, oui. D'accord, très bien. Alors, question suivante, vous m'excusez, il faut juste que je reprenne les questions par texto, voilà. Vous voulez légiférer le monde ésotérique.
d'une part, et d'autre part, ce monde veut vous nuire. Alors, pourquoi, en fait? Donc, j'imagine pourquoi vouloir le légiférer, vouloir l'aider. Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, mais je pense que cette question fait référence à une… D'ailleurs, je vais vous dire honnêtement, je ne l'ai même pas vue. On m'a, il y a 48 heures, une voyante, allez savoir laquelle, a positionné une vidéo sur moi. Et apparemment, il s'est révélé que c'était pas du tout elle disait pas du tout les cartes. C'était une sorte de guéguerre qui se passait entre une autre voyante. Et étant donné que cette autre voyante apparemment suivait le RDH, elle a voulu faire payer le RDH. Donc, je pense que cette question est directement liée à cette vidéo qui, depuis ces 2 derniers jours, qui est absolument ridicule. Alors, vous pensez bien que, bon, je réponds à la question par respect à la personne qui l'a posée, mais j'ai assez perdu mon temps avec ces rigolos, avec ces gens qui se disent tout connaître, tout savoir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je compte légiférer, que ce serait une bonne idée, légiférer ce milieu ésotérique, car il y a tellement de farfelus. La preuve, en dernière en date, celle qui a fait cette vidéo n'a pas fait la vidéo contre moi, elle a fait la vidéo contre la personne à qui elle s'adressait, mais elle m'a mis moi au milieu pour justement peut-être avoir encore plus d'écoute et se faire valoir. C'est pathétique. Donc, par contre, sur les personnes sérieuses du milieu ésotérique, ils ont tout mon soutien, bien évidemment, et je ferai en sorte, au mieux, de légiférer un domaine d'activité qui n'est pas simple. Parce que comment peut-on juger un farfelu de quelqu'un qui connaît vraiment ce qu'il dit? Ce que je sais, par contre, je connaissais quelqu'un qui a été littéralement ruiné à cause d'une personne, une voyante, justement, qui soi-disant se connectait avec les gens de l'au-delà, et cette personne avait perdu un être très cher, et donc a été dans une position de faiblesse totale, soumis à cette voyante qui lui a extrait plus de 100 000 $. Et ce n'était pas un homme riche. C'était un homme, c'était pratiquement toutes ses économies. Donc il y a des gens dangereux dans ce milieu-là, il faut les éliminer, c'est certain, il faut les écarter. Donc, mais maintenant, pour les gens qui vivent de cela d'une façon vraiment professionnelle, qui s'éduquent, qui ont un don, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des dons que d'autres n'ont pas, un 6e sens, un 7e sens. Donc s'ils peuvent en faire profiter d'une façon légitime, non violente, équitable à leurs clients, bien évidemment. Mais par contre, si on tombe dans du domaine du délire de farfelu, comme cette femme qui a fait cette vidéo, bon, mais ça, c'est pathétique, tout simplement, voilà. Et donc, oui, certaines, comme je vous dis, celles qui me nuisent, j'en connais pas vraiment, mais maintenant, bon, si les cartes disent que, très bien, mais en ce qui concerne en particulier cette vidéo, et je sais que la question est directement liée à ça, c'était pas du tout contre moi. D'ailleurs, on voit bien qu'il n'y avait apparemment aucune carte qui était tombée. Elle avait préparé son petit scénario, son petit discours. C'était sa petite revanche sur la petite guéguerre. Voilà, ça se limite à ça. Donc, j'ai répondu. Oui, puis nous, on n'a pas trop le temps au RDH. Non. Apparemment, vu que c'était une question, je me devais d'y répondre. Parce qu'apparemment, pour cette personne qui me posait la question, c'était important. C'était important. Et comme chaque personne est importante au Rassemblement des droits de l'homme, même si la question ne l'est pas, je me dois d'y répondre. Alors, question suivante. Il y a une question à l'écran. Est-ce que vous voulez prendre cette question? Bonjour, M. Trump et M. Putin sont-ils proches du RDH? Faudrait leur poser la question. Envoyer à Trump un tweet, il répond difficilement, il envoie surtout des tweets. Ma réponse est la suivante. Ils sont au courant du Rassemblement des droits de l'homme, oui, et le suivent de très près. Proche, ce n'est pas à moi d'y répondre, c'est à eux d'y répondre. Très bien. Question suivante. Alors, existe-t-il des bateaux qui se louent vraiment 1 million € la semaine? Font-ils référence au… j'avais écrit une lettre et j'avais fait référence à un bateau qui s'appelle Excellence, qui fait 80 mètres.
Et effectivement, il se loue 1 million d'euros la semaine. Mais j'ai une autre information à vous donner. C'est intéressant que cette question soit posée, car il y a quelques mois, sachez que Excellence est loin derrière une unité qui s'appelle Flying Fox. Alors, vous pouvez aller sur vos ordinateurs. D'ailleurs, pour vous dire, Flying Fox m'a été immédiatement proposé éventuellement à la location parce qu'à une certaine époque, certains chefs d'État visitent la Côte d'Azur. Alors, Flying Fox, ce n'est pas 1 million d'euros la semaine, c'est 4 millions de dollars la semaine. Plus 20%, c'est 5 200 000 euros pour 7 nuits. Alors, faites la division. À l'époque, quand j'ai écrit Excellence, Flying Fox n'était pas sorti. Vous voyez, on est dans un délire total. Alors, sachez qu'il y a des gens, des super riches, qui vont passer 7 nuits sur un bateau et qui vont débourser minimum 5 200 000 euros. Vous pouvez vérifier. Il y a une société de charter qui le fait. Alors, bien évidemment, ça m'interpelle encore, car si on peut dépenser pratiquement 6 millions d'euros pour cette nuit, sachant que des gens vivent à 4 sur 600 euros par mois, sachant que ces deux individus sont deux êtres humains, sachant que la personne qui loue Flying Fox peut avoir un grave accident, être emmené au service des urgences, et il faut lui faire une transfusion sanguine. Et il s'avère que le sang qui va le sauver, ce sera peut-être le sang de cette personne qui vit sur 600 euros par mois, à 4 avec sa famille. Là, le partage se fait. C'est ce partage, cet autre partage que je demande. Alors moi, je propose, et croyez-moi, je ferai cette loi. Si le RDH se positionnait, je m'engage aujourd'hui que toute unité maritime qui se loue plus de 500 000 euros la semaine sur le territoire français, sur les eaux territoriales françaises, sous 30 jours, l'État français envoie une facture de 50% de la facture totale de l'allocation du bateau pour être remise, cette somme remise dans les caisses de l'État pour qu'elle aide en France les plus démunis. Car j'estime que si on dépense plus de 500 000 euros par semaine, on peut en dépenser 250 000 euros de plus et le faire partager. Voilà. Alors donc, je n'ai aucun problème. Les gens pourront sans aucun problème louer Excellence, Flying Fox ou autre. Mais au même moment, quel service je vais leur rendre? Quel plaisir ils vont avoir? Quel séjour extraordinaire sur ce bateau? Sachant que pas uniquement sa famille et ses amis, une vingtaine de personnes vont profiter, mais qu'au travers de ces 6 millions d'euros qu'il va dépenser pour 7 jours, il va faire profiter peut-être des centaines de millions, centaines de milliers de Français. Donc, quelque part, je l'aide consciemment à faire un geste humanitaire à travers sa fortune. Donc, cette loi sera, j'imagine, plus que la bienvenue au travers de ces gens très riches, car je vais faire appel à leur conscience humanitaire que nous devons tous partager. Et à partir de ce moment-là, cette location sera beaucoup plus appréciée, bien évidemment, car elle ne sera pas non pas partagée par une vingtaine de personnes, mais elle sera bien partagée par centaines de milliers de Françaises et des Français, et en particulier peut-être cette mère de famille qui, le 15 à la fin du mois, n'a pas de nourriture, ou alors cet handicapé qui se cache car chaque matin, il a peur que l'huissier de justice vienne lui récupérer sa chaise roulante parce qu'il n'arrive pas à payer les créances. Alors, entre la chaise roulante et le bateau à 6 millions d'euros, je crois que la justice du RDH est vitale dans des cas comme cela. Il y avait une question où j'ai vu, là, je n'ai pas pu… C'était une dame qui nous expliquait qu'elle avait fait un don de plasma pour une petite fille. Bravo. Alors moi, j'ai une question de Marlène Serror
qui demande si si vous augmenterez les petites retraites. Bien évidemment, c'est certain. Mais une fois de plus, pour augmenter les petites retraites ou pour augmenter même le pouvoir d'achat, il faut de l'argent. Il faut faire des réformes. Mais les réformes aujourd'hui du gouvernement et de tous les gouvernements précédents restent toujours dans ce même système. Étant donné que le RDH évolue sur un autre système d'État, tout à fait révolutionnaire, car ce qui intéresse le Rassemblement des droits de l'homme, c'est avant tout ce qui se passe à l'extérieur du pays, car beaucoup d'argent se situe là-bas, beaucoup d'argent qui vous appartiennent. Donc, au travers de l'agenda du RDH, du cahier des charges, nous aurons la possibilité de récupérer ces fonds qui vous appartiennent. Et ces fonds, bien évidemment, aideront à augmenter, entre autres, les petites retraites, qui sont une top priorité, car on parle de gens qui ont déjà fait une bonne partie de leur vie, qui sont là maintenant pour en profiter, et qu'eux aussi doivent calculer au centime près. Non. Sachez que l'ensemble de vos revendications est tout à fait accessible. Ça paraît peut-être utopique, mais ça ne l'est pas. Pour y arriver, il faut simplement changer le système d'État aujourd'hui. Au même titre, s'il y a 10 ans, je vous aurais dit, on va se parler à travers le téléphone et en quelques secondes, je vais pouvoir faire une information qui sera partagée par des milliards. Vous m'auriez dit, c'est un film de science-fiction. Ce que je propose avec le RDH n'est pas de la science-fiction. C'est une connaissance des faits depuis plus de 15 ans. C'est des dossiers qui sont plus que connus, reconnus au travers de nos organisations. Et on sait très bien que ces dossiers, il faut les faire revenir en France. Et pour ça, il faut changer, c'est sûr, l'entièreté de nos accords diplomatiques aussi, avec les pays étrangers, y compris les interventions militaires. Sujet très délicat. Une fois de plus, est-ce que quand les élections se passent dans notre pays, dans les débats, est-ce qu'on parle de réduire le budget de la défense? Est-ce qu'on parle des interventions militaires en Irak, en Syrie, etc.? Jamais. Sujet tabou, qui ne vous regarde pas. Qui ne vous regarde pas. Mais il ne regarde que vous. Car c'est vous qui financez cela. Mais financez pour qui? Pourquoi? Quels sont les retours? Néant. Quand vous avez fait, prenons une famille normale, elle a fait des économies, elle va placer son argent à la banque. C'est pour recevoir quelque chose en retour, bien qu'aujourd'hui le taux de pourcentage est pratiquement néant. Mais malgré tout, on place pour recevoir en retour. Quel a été votre retour? Moi, je pose la question au gouvernement. Hein. Quel retour donnez-vous aux Françaises et aux Français des centaines de milliards d'euros que vous dépensez sur nos interventions militaires, sur le budget de la défense? Quel retour? Pourquoi? Pour qui? Est-ce que la France est attaquée? Non. Alors bien sûr, faut-il encore avoir le courage et avoir une connaissance très précise des dossiers extra-territoriaux pour justement modifier ces accords diplomatiques et finalement revenir à une souveraineté française au travers d'une 6e République, celle des Françaises et des Français. Très bien. Je reçois encore des questions. J'imagine que du coup, Cyril n'a pas réussi à résoudre le problème de connexion. J'en suis bien désolée. Et moi aussi, on va, à vous dire la vérité, comme vous le savez, notre web TV est très récente. Ouais. On est à une régie, donc on va s'y affairer. La prochaine fois, je pense qu'on y arrivera. Donc, il faut savoir pardonner. Personne n'est parfait. On n'a pas pu vous voir en visu. Vous nous avez vus. Le partage est fait. La prochaine fois, on fera en sorte de vous avoir.
J'ai une question. Maman d'une infirmière, je voudrais savoir s'il y aura des choses faites pour l'hôpital public. Merci. Bien évidemment, totalement au même titre que les petites retraites. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand je parle de l'ensemble des revendications, c'est bien l'ensemble des revendications. Faisons machine arrière il y a 2 ans. Les gilets jaunes, ils étaient sur les ronds-points. Il y en avait à peu près, les gilets jaunes ont représenté à peu près 500 000 personnes. Mais derrière les gilets jaunes, les idées qu'ils partageaient, c'était pratiquement 80% de la population en France. Et ces 80% avaient des revendications bien précises. Et ces revendications bien précises tombent dans notre cahier des charges. Vous pensez bien que depuis 2015, on ne se serait pas affairé à monter un mouvement humanitaire en France qui va sortir aux États-Unis. L'importance qu'il est aujourd'hui, avec les pays qui nous soutiennent, si on n'était pas sûr de pouvoir répondre à ces revendications. Vous pensez bien que si aujourd'hui, en m'écoutant, vous décidez de mettre le RDH à la direction du pays, vous savez très bien que dans les semaines qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, vous allez vouloir avoir le résultat de ce qui a toujours été promis et dit. Donc, pensez une minute, et en commençant par moi-même, est-ce que je me mettrais dans une position comme celle-là? À l'absolu. Maintenant, je fais delete, on arrête l'émission, je fais un appel, j'encaisse mes créances, et je ne loue pas Flying Fox, je l'achète. Et j'ai plus rien à foutre de personne? Non. Si j'insiste autant de vouloir rendre cette justice, c'est que je dois vraiment avoir des convictions bien personnelles. Et ces convictions, je ne me les garde pas à titre personnel, je les partage sur l'Internet maintenant, qui vont être visionnés sans doute par dizaines de milliers ou plus avec les partages, centaines de milliers. La dernière fois, on était à plus de 110 000 avec tous les partages. Est-ce que je mettrai mon visage et ma voix et je m'engagerai si je n'étais pas sûr de mon coup? Non. Donc, le RDH est votre garant et Philippe Argillier, qui représente le RDH, est votre garant aussi. Voilà. Maintenant, à vous de décider, de juger. On revient toujours à la même question. Il y aura toujours ces mêmes personnes qui vont se dire, mais d'où il sort? On n'a jamais entendu parler de ce Philippe Argillier. Pour ceux et celles qui sont encore sur Google, on a la Libération, le Parisien, et on a LCI, la conférence délirante, les Gilets jaunes. Grandissez, évoluez. Ne laissez pas passer cette opportunité. Ce n'est pas du tout une menace, c'est un conseil que je vous donne. Car moi, je peux vous garantir qu'elle ne se présentera pas une deuxième fois. Peut-être dans 15 ou 20 ans, hein, mais pas avant. Pas avant. À vous de choisir, une fois de plus. Nous avons les éléments pour parfaire et pour répondre à l'entièreté de vos revendications. Écoutez votre cœur, votre bonne conscience et prenez les bonnes décisions. Céline. Eh bien, magie du direct. On passe notre temps, hein, non? Non, mais on est bien. Mais magie du direct oblige, je suis obligée un petit peu de voir comment on fait là, du coup. Parce que moi, j'ai encore une question qui avait été posée, que j'avais reçue en MP. Mais j'en reçois d'autres là, en fait, plein sur mon... Céline, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, je ne pourrais pas répondre. On ne pourra pas répondre à tout le monde. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Ce que j'essaie de faire au travers de chacune des questions que vous me posez, de globaliser mes réponses par rapport à l'idéologie du RDH pour que les gens valeurs du RDH comprennent au mieux. Donc, allez-y, encore une ou deux questions. Et ensuite, ce qu'on va faire, et surtout pour l'avenir, parce que j'aimerais qu'il y ait des visus qui soient faits, on va voir quel a été le problème. Et de toute façon, tout problème a une solution. Et on va, bien évidemment... On va résoudre ça. Bien évidemment. Donc, allez-y avec une ou deux autres questions supplémentaires. Alors, on y va. Alors, comment se situe la France par rapport à l'évolution stratégique de la Chine? Alors là, c'est une question qui demande une émission complète. 3h30 de direct. Peut-être, plus. Mais je vais essayer d'y répondre.
rapidement. C'est une question d'ailleurs excessivement pertinente, car la Chine aujourd'hui est l'élément moteur de notre planète, de nos gouvernements. Sachez-le, ni Vladimir Poutine, ni le gouvernement des États-Unis, ni la France, ni l'Europe, ni les pays occidentaux, quels qu'ils soient, ni l'Inde, ni les pays asiatiques, ont ça d'influence sur les Chinois. Aujourd'hui, la Chine est, et dans les 36 mois à venir, va se positionner comme étant le seul élément moteur de l'économie mondiale. À la différence de nos gouvernements, ce président chinois est élu à vie. Il a un agenda qui va suivre. C'est un homme qui n'est pas âgé. Je crois qu'il n'a même pas 70 ans. Il est en super forme. C'est un homme qui va sans doute être au pouvoir encore minimum pendant 20 ans. Très intelligent. Très chinois. Culture complètement différente de la nôtre. On pense différemment. On agit différemment. On raisonne différemment. Pour traiter avec les Chinois, quelque part, il faut être un Chinois. Il faut avoir le sang chinois dans son état d'âme. Il faut comprendre. Ils agissent totalement différemment de nous. Concrètement parlant, ce qu'ils ont fait ces 6 dernières années, intelligemment, je pense que vous avez tous entendu parler de la route de la soie. Oui. C'était à l'époque, encore jusqu'à ces 6 dernières années, l'ensemble des routes du parcours où tous les produits chinois passaient pour nous être livrés, entre autres, dans tous les pays. Le président chinois a décidé d'investir à haute concurrence dans chaque pays où cette route de soie s'était façonnée pour permettre de passer de 45 jours à 15 jours la distribution de leurs produits, avec des infrastructures très chères qui ont été financées à 100% par les Chinois. Mais le Chinois est très fort. Il a su aussi dernièrement se positionner stratégiquement et militairement dans certains pays. Le premier, je peux le citer, qui est Djibouti. C'est très récent. Djibouti a des bases militaires françaises, des bases militaires américaines. Ils ont été reçus comme des grands seigneurs. Ils se sont mis pratiquement face à face. Il y a le camp des Chinois et le camp des Américains. Les Chinois, dans les prochains mois à venir, dans les 3 ans à venir, hormis leur route de la soie, vont positionner des forces militaires pratiquement similairement comme les Américains. Vous savez très bien que les Américains sont positionnés pratiquement dans le monde entier. Oui. C'est ce que vont faire les Chinois. Économiquement parlant, et alors là, je m'adresse pathétiquement à notre gouvernement. Il y a moins de 2 semaines, peut-être moins, ou je n'ai pas la date exacte, le président chinois s'est déplacé, il y avait Emmanuel Macron, et ils ont fait une conférence ensemble. Et Macron, bien évidemment, très porteur de l'Europe. Alors, l'Europe, c'est quoi? Alors c'est aussi une bonne question, j'aimerais vous poser. Pour ceux qui sont partisans de l'Europe, vous êtes partisans de quoi de l'Europe? L'Europe, c'est uniquement la seule signification de l'Europe pour les Françaises et les Français se situe dans un portefeuille. Vous partez faire vos commissions, vous avez 10 €. Arrivez au magasin, vous avez 8,50 €. Les 1,50 € sont partis pour l'Europe. Sachez-le. L'Europe, au départ, était une très belle idée. Aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Ceux qui défendent les pays de l'Europe, ce sont ceux qui appartiennent au vieux système. À l'absolu, en force militaire, la France aujourd'hui, de par sa force nucléaire, pourrait éventuellement faire face aux États-Unis ou même aux Chinois. Ce n'est pas la taille du pays qui compte. Donc,
économiquement parlant, ce qui serait intéressant, c'est de positionner la France avec les Chinois, non pas dans une dynamique européenne, mais dans une dynamique de souveraineté française par rapport aux Chinois. Et pour faire cela, bien évidemment, il faut mettre à terre le système étatique en place. Et je reviens à la réunion du Chinois et de Macron. Ils ont terminé pratiquement leur grande réunion, et d'ailleurs c'est assez triste de voir, nous avons Macron qui est assis à côté du Chinois. Ça avait été difficile de voir le nombre de centimètres qui les séparaient, mais je dirais minimum 22 centimètres. Le Chinois était plus haut qu'Emmanuel Macron. Donc, il regardait Emmanuel Macron du haut, et Emmanuel Macron regardait le président chinois du bas. Déjà, bon, si Macron était plus petit que le Chinois, on aurait dû relever le fauteuil pour qu'il soit déjà au même niveau. Ce n'était pas le cas. Et Macron lui a fait son beau discours au nom de l'Europe. Le Chinois l'a écouté, hein, le président chinois. Mais Macron ne comprend rien aux Chinois. Trop français, trop des grandes écoles. Ce n'est pas les Rothschild qui ont l'habitude de penser comme eux. C'est deux mondes à part, on est de vieux monde, donc restons où on doit être. Donc Macron fait son discours et pense terminer en disant de toute façon, nous, pays européens, nous aurons la possibilité de répondre économiquement, blablabla. Bla, bla, bla. À ce moment-là, regardez la vidéo, le président chinois a une oreillette. Il enlève l'oreillette, la dépose sur sa table, met un peu son cou de travers, il fait ça habituellement quand il annonce les bonnes nouvelles, et il dit, vous, Européens, c'est très simple. Sachez que nous, Chinois, nous avons fait en 40 ans ce que vous avez fait en 300 ans. Sur ce, bonne soirée. Et là, Emmanuel Macron a su garder sa mâchoire en haut, il ne savait plus quoi dire. Voilà, alors, notre Europe, elle est dépassée. Alors, si vous voulez garder l'Europe contre les Chinois, les Chinois rigolent de notre Europe, totalement. Ce que Merkel et Macron font ensemble, leur cuisine interne, ces 40 milliards, ces grosses annonces, ouais. C'est tout ça ne vous amène à rien. Ça vous laisse toujours dans le même néant. Par contre, ce qui serait intéressant, et là seul le Rassemblement des droits de l'homme a la possibilité de le faire. Déjà, de par sa structure en dehors des frontières de la France depuis ces 15 dernières années, qui connaît très bien aussi les investissements chinois dans les pays africains, et peut-être même en particulier ce pays en particulier, qui s'appelle Djibouti, qui est très bien placé. Ça, ce serait aussi une émission non pas de 3 heures, mais peut-être de 48 heures, pour se positionner là-dessus. Et peut-être les éléments sortiront au fur et à mesure. Ce serait peut-être intéressant, au travers des mois à venir, que le RDH apprenne et informe aussi les renseignements généraux de ce qui se passe en dehors de nos frontières. Car les banques de données n'ont rien à voir avec les systèmes d'État, absolument rien. C'est deux entités complètement séparées, chacune légitime de leur côté, chacun tire son plan, comme diraient les Belges. Mais simplement, il y a des plans communs. Donc aujourd'hui, l'Europe n'a plus de sens. Du tout. L'Europe vous coûte. Et ces discours qu'on vous fait, encore aujourd'hui, de promouvoir l'Europe, c'est inadmissible. Car en retour, vous n'avez rien. Au contraire, ça vous coûte. Par contre, il est clair qu'aucun parti politique aujourd'hui, tous confondus en France, aucun président de parti politique, tous confondus en France, s'il venait à présider et à être président de la République en mai 2022, sachez que le même système perdurera. Parce que chacun de ces partis sont positionnés sur ce même système qui est dépassé. Alors pourquoi ne pas oser? Pourquoi ne pas prendre la décision de dire pourquoi pas? Voir venir. Sachez qu'en 5 ans, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on aurait pu faire il y a 10 ans en 20 ans.
Pourquoi ne pas prendre cette option? Pourquoi? À moins que vous voulez rester dans ce même système. Donc, pour terminer, je pense que je terminerai ce soir là-dessus, sur l'Europe. L'Europe n'est plus d'actualité. Du tout. Du tout. Je propose n'importe quel débat. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est, une fois de plus, les gros médias. On n'appelle pas la communication du RDH. On ne demande pas à Philippe Argillier de se trouver sur un plateau en direct. À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Jusqu'au jour où ils n'auront plus le choix, hein, de toute façon. Qui va débattre avec moi des vrais problèmes de la France? Est-ce que vous pensez à un homme politique? Pas de problème, tous confondus, les nouveaux ministres. Ce qu'on fera, sans aucune arrogance et prétention, je pense qu'avant que le débat se passe, je pense que la communication du RDH va leur fournir quelques informations pour les aider oui, on fera ça. à faire face à un débat. Mais aujourd'hui, il faut arrêter le cinéma. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Il faut arrêter de mentir aux Françaises et aux Français. Il faut arrêter de ces blablabla avec ces costumes et ces promesses politiques. Est-ce que de votre côté, vous ne vous êtes pas encore aperçu que tout ça ne rime à rien? Vous êtes toujours au même niveau, encore et toujours avec des promesses. Donc la solution est de pouvoir avoir la possibilité, chose que le RDH a, de se détacher de l'Europe, de reprendre la souveraineté du pays au travers d'une 6e République dont les fondations sont les Françaises et les Français. Au même moment, le RDH, de par sa connaissance très pointue, très précise des dossiers extérieurs du pays, se positionnera diplomatiquement et personnellement avec certains chefs d'État, encore actuels en 2022, et leur feront comprendre qu'aujourd'hui, les donnes sont différentes, que la France a changé, que la France aujourd'hui est souveraine et qu'il faudra faire avec eux aussi le cahier des charges. Car la France a la possibilité d'avoir cette arrogance au nom des Françaises et des Français. Sachez-le. Sachez que vous avez la possibilité aujourd'hui de vous faire entendre et de vous faire respecter. Mais pour cela, il faut avoir la force de frappe d'un gouvernement, d'un autre gouvernement qui s'est positionné simultanément au travers de ceux élus officiellement, à savoir officieusement le Rassemblement des droits de l'homme et le Human Rights Unity, pour pouvoir se permettre d'avoir ce dialogue avec certains pays et de dire et d'expliquer qu'aujourd'hui, une fois de plus, les donnes sont différentes. Et je peux vous dire une chose, qu'ils comprendront très bien le message et que, sous une échéance non pas de long terme, mais de moyen terme, la différence, vous la verrez très rapidement. Au même titre que l'évolution de l'Internet et de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour joindre des millions et des milliards d'individus sur la Terre, c'est ce même système que nous avons mis en place, simplement que cette fois-ci, il est directement focalisé sur la France et plus tard sur les États-Unis. Et pourquoi les États-Unis? Parce que malgré tout, ça reste un des pays forts pour la France. Rappelez-vous, grâce aux forces françaises libres, c'est les Américains qui ont libéré notre pays en Normandie durant la Deuxième Guerre mondiale. S'il n'y avait pas eu les résistants, dont mon papa a été un des premiers, il a été président des forces françaises libres, qui ont eu le courage, au coût de leur vie, justement de pouvoir donner aux Américains les informations et d'arriver ce soir-là, car on savait que les Allemands n'étaient pas prêts. Et c'est là où ils ont débarqué. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de parler français sans doute. Donc c'est dans ce même système d'idéologie, étant donné que nous avons les moyens aujourd'hui de pouvoir donner l'information à qui de droit pour pouvoir faire renaître en quelque sorte notre pays dans une souveraineté totale dont les actifs seront uniquement ceux des Françaises et des Français, il n'y a aucune hésitation à avoir. Sur ce,
personnellement, je veux que vous souhaiter une bonne soirée. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Et Oui. je sais aussi qu'il y a des gens qui doivent retrouver leur famille. Je sais que cette émission va être reprise et va pouvoir être visionnée sur plusieurs supports. Céline, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou... Eh bien, je vais juste peut-être conclure. Donc, je suis désolée pour Michel, Catherine, Valérie, Sève, Sophie. Voilà, j'avais reçu d'autres questions. Mais vraisemblablement, nous réitérerons l'expérience. Nous aurons trouvé une solution à tout cela. Elles pourront donc venir vous les poser directement, ces questions. Et le mal Céline, sera réparé. une dernière pour ces gens-là. Et j'arrête là. Ok, alors une dernière. Au hasard, hein, je ne choisis pas. Hein. C'est vraiment… Sophie Percher dit: je suis assistante maternelle, je suis payée 3 € de l'heure et notre métier est très mal reconnu. Qu'allez-vous faire? Donc, elle est nourrice, en fait, elle est assistante maternelle et elle est payée 3 € de l'heure. Et elle dit que son métier étant très mal reconnu, elle aimerait savoir ce qu'on fera par la suite. Elle s'appelle Sophie. Sophie, oui. Et elle est assistante maternelle? C'est ça. C'est-à-dire, Sophie s'occupe de nos plus petits? Oui, c'est ça. Et elle gagne 3 € de l'heure? Sophie, ça. Au nom de la France, je m'excuse. Au nom de la France, bien que je ne suis pas président de la République, mais en tant que citoyen français, je m'excuse d'apprendre cela. Et j'espère que vous les accepterez, mes excuses. C'est impardonnable. Là encore, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Je peux vous dire, Sophie, que dès que cette émission se termine, en ce qui me concerne au niveau de mon cahier des charges, ça va être un chapitre comme cela. Et je vous invite à rentrer en contact avec la communication, de nous donner toutes les informations, car de vous exploiter de la sorte. Et en plus, vous vous occupez de nos plus petits, de notre avenir, impardonnable. Une fois de plus, au nom de la France, pardon. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit. À très bientôt. Sachez que nous travaillons 25 heures sur 8 jours. Oui, parce que le RDH crée une autre entité ailleurs pour pouvoir arriver aux fins des Françaises et des Français. Ce ne sont pas des promesses, c'est un véritable cahier des charges qui demande uniquement à passer à exécution. Et pour cela, nous avons besoin de vous toutes et de vous tous. Réunissez-vous autour du RDH, rentrez en contact avec la communication. Nous avons besoin du maximum d'adhérents, bien évidemment. Hein. C'est comme ça que le RDH vit. Je ne vais pas moi-même financer avec mes propres fonds le rassemblement des droits de l'homme, car vous pensez bien que si je le faisais dans la minute qui suivrait, il dirait « ça y est, Argélie achète maintenant son mouvement ». Donc c'est un mouvement qui nous appartient à toutes et à tous, dont je fais partie. Rappelez-vous, il ne m'appartient pas, il nous appartient pas. Il nous appartient. Il ne m'appartient pas, il nous appartient. Sur ce, grosse bise à toutes et à tous. Céline, bon travail. La régie, bravo. Oui, c'est dommage. Les impondérables du direct. Les impondérables du direct, tout à fait. Mais je crois que… Merci. Cyril est très fort. Merci à vous, Cyril. Et une fois de plus, et je termine avec ça, le rassemblement, c'est votre maison, c'est notre maison. Il vous appartient, il nous appartient. Grosse bise, beaucoup d'amour et surtout de beaux rêves, parce que vous pouvez en faire. Hein. Plus tard, moi je vais me coucher plus tard, mais pour ceux qui vont dormir maintenant. Marchand de sable est passé et passera. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, Céline. Au revoir. Juste un dernier mot pour vous dire que vous allez retrouver l'émission sur YouTube, Facebook, évidemment sur la chaîne de la Web TV, Twitter. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet où vous retrouverez également l'actualité du Rassemblement des droits de l'homme. C'est ici que vous pourrez trouver aussi l'endroit pour pouvoir militer, adhérer au Rassemblement des droits de l'homme. Je pense que l'émission, malgré tout, était très riche. Encore toutes nos excuses pour cet incident. Nous ferons beaucoup mieux la prochaine fois parce que nous en avons toujours les moyens et que nous ferons toujours mieux. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.